La nomination de Joseph Olenga Koy à la présidence du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre en République démocratique du Congo continue de diviser la classe politique. Des organisations féminines nigériennes réclament la libération de 39 personnes enlevées début juillet par le groupe djihadiste Boko Haram dans un village du sud-est du pays. Puis en Inde, des policières sillonnent à moto les rues de Jaipur pour faire régner la loi dans ce pays où 40 000 viols sont enregistrés chaque année. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Présidentielle du 8 août prochain au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a boudé un débat télévisé où entre lui et son rival, l'ex-premier ministre Raila Odinga. S'étant retrouvé seul, ce dernier a pendant 90 minutes expliqué ses projets et attaqué le président et son gouvernement. Raila Odinga a également défendu le travail accompli lorsqu'il était premier ministre après les élections controversées de 2007 qui avaient abouti à un partage du pouvoir. Début juillet, les deux candidats avaient annoncé qu'ils ne prendraient pas à ce débat en raison notamment des désaccords sur le format. Mais Raila Odinga avait finalement accepté d'y participer après modification. Quelques 19 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes le 8 août prochain pour élire leur président, des gouverneurs, députés, sénateurs et membres des assemblées locales. En République démocratique du Congo, la polémique s'enfle autour du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre 2016. En effet, depuis la nomination de Joseph Olenga Koy à la présidence du dit Conseil, la classe politique est divisée. Principale coalition de l'opposition congolaise, le Rassemblement a qualifié la désignation de Joseph Olenga Koy à la tête du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre d'escroquerie politique qui vise à tromper l'opinion en faisant semblant d'appliquer l'accord du 31 décembre. Désigné au poste de deuxième vice-président du Conseil national de suivi des accords, l'ex-président de l'Assemblée nationale et opposant actuel au pouvoir, Vital Kamerhe, a décliné cette offre. Il estime que ces désignations violaient l'accord de la Saint-Sylvestre, dont le Conseil est chargé de veiller à la bonne application. Son parti, l'Union pour la nation congolaise et le Mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba ont rejeté la procédure qui a abouti à la désignation de Joseph Olenga Koy, ex-membre du Rassemblement exclu du parti, à la tête du dit Conseil. Les évêques catholiques qui ont mené les longues et difficiles négociations qui avaient abouti à la signature de l'accord ont aussi exprimé les mêmes critiques. Les prélats catholiques considèrent que la désignation de Joseph Olenga Koy viole à la fois l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, cet accord prévoit notamment la tenue d'élections présidentielles d'ici décembre 2017. Mais la commission électorale a d'ores et déjà annoncé que les scrutins devront à nouveau être reportés. Au Niger, après un round d'observation de la situation sociopolitique du pays, l'opposition donne de la voix. Dans une déclaration en date de ce lundi, elle dénonce de graves violations de la Constitution par le chef de l'État. En conséquence, l'opposition demande le départ du président de la République, Issoufou Mahamadou. Voici un extrait avec le coordonnateur Amadou Ali Djibo d'IMAS sur des propos recueillis par Abdul Karim Mahamadou. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, comment croire à l'impartialité dans un pays où certains croupissent en prison sans aucune forme de procès, tandis que les hautes autorités violent allègrement les dispositions de la Constitution qu'elles ont pourtant juré de respecter et de faire respecter. Cela se traduit notamment par le refus d'obtempérer aux arrêts de la Cour constitutionnelle d'organiser les élections législatives partielles de Maradi, fixées par la Cour constitutionnelle pour se tenir le 30 juillet 2017. Les harcèlements, menaces et destitutions des élus locaux déjà engagés présagent d'un vaste complot en vue de remplacer tous azimuts les autorités élues par des fonctionnaires aux ordres.
en violation de l'article 164 de la Constitution et de l'ordonnance portant Code général des collectivités territoriales au Niger. Aussi, le FRDDR ne saurait se taire ni laisser faire ce qui, à l'évidence, vise la remise en cause de l'une des options fondamentales de l'organisation de l'État qui repose sur le principe de la déconcentration et de la décentralisation. Toujours au Niger, des organisations féminines basées à Ngigmi ont exhorté Niamey à s'engager davantage en faveur de la libération de 39 personnes, dont 33 femmes et 6 garçons, enlevés début juillet par le groupe djihadiste Boko Haram dans un village du sud-est du pays. Dans un communiqué, ces organisations sollicitent plus d'engagement des autorités en vue du retour des personnes enlevées dans leur foyer et déplorent que cet enlèvement soit passé sous silence dans le pays. Pour sa part, le gouvernement a assuré que les forces de défense et de sécurité étaient activement engagées dans la recherche de ces personnes et qu'il ne ménagera aucun effort pour les retrouver. Selon une source sécuritaire, les recherches sont concentrées dans les zones marécageuses du lac Tchad, situé à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Aide pour le Soudan du Sud, seulement 30% de l'aide de 1,4 milliard de dollars nécessaire en 2017 pour les réfugiés qui fuient le conflit a été levé. Un responsable de l'ONU a soulevé ce lundi des craintes de réduction de soutien. Près de 2 millions de Sud-Soudanais ont fui leur pays et des dizaines de milliers ont été tués depuis que le Soudan du Sud est entré dans la guerre civile il y a près de 4 ans. En mai, les Nations Unies ont déclaré avoir besoin de 1,4 milliard cette année pour aider les personnes qui se sont réfugiées en Ouganda, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, en RDC et en République centrafricaine. Mais lundi, un haut fonctionnaire de l'ONU a déclaré que jusqu'à présent, seulement 30% de ce montant avait été mobilisé. Le déficit est de 70% et nous sommes déjà en milieu d'année. Et en plus de cette crise humanitaire, il y a une famine et des maladies ici et là. Maintenant, nous avons la possibilité d'aider et de fournir de la nourriture à ceux qui sont au Soudan du Sud depuis ici. Mais le niveau de nourriture est si bas que c'est impossible. J'ai 2 appels. Le premier est qu'il faut faire quelque chose pour apporter une solution politique au Soudan du Sud. Le second est de recevoir réellement les ressources nécessaires pour répondre à la situation des réfugiés et des personnes déplacées. Alors qu'une solution politique était nécessaire pour arrêter la violence au Soudan du Sud, le représentant de l'ONU a déclaré que les Nations Unies devaient également recevoir les ressources pour s'attaquer à la situation des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. L'Inde veut en finir avec le harcèlement sexuel et les viols en cascade. Dans un pays où ces faits sont trop souvent traités avec légèreté par les autorités, des policiers entendent bien faire régner l'ordre en sillonnant à moto les rues, les images. Armés de talkie-walkie, caméras et bâtons, des policières indiennes sillonnent à moto les rues de Jaipur, une ville touristique du nord-ouest de l'Inde. Leur mission ? Faire régner la loi dans ce pays où 40 000 viols sont enregistrés chaque année. Pour accomplir leur mission, toutes les policières de l'unité ont bénéficié de 3 mois de formation aux arts martiaux. La capitale de l'État indien du Rajasthan compte en effet depuis mai une unité de police spéciale uniquement composée de femmes. La cinquantaine d'agents patrouillent près des arrêts de bus, dans les parcs et aux abords des universités, lieux où les risques seraient les plus élevés. L'Inde présentant un bilan déplorable en termes de violences sexuelles, les experts estiment que les statistiques officielles sur les viols ne sont que la partie émergée de l'iceberg et que la plupart de ces cas ne sont jamais signalés ou répertoriés. Pour les militants qui tentent de lutter contre les violences sexuelles, cela dissuade des victimes de porter plainte car elles se verront alors jugées sur leur apparence, leur comportement, voire seront même parfois accusées d'avoir cherché à être violées.
La guérilla des FARC en Colombie va se convertir en parti politique le 1er septembre prochain. Ce changement de statut est prévu par l'historique accord de paix visant à mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés. De la jungle colombienne au banc du Parlement, la conversion des FARC en Colombie représente l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du pays après l'accord de paix signé en novembre avec le gouvernement. Le parti politique des FARC sera lancé le 1er septembre. Cette transformation de la plus ancienne rébellion des Amériques est une étape décisive du retour à la vie civile des forces armées révolutionnaires de Colombie. Elle interviendra à quelques jours de la visite du pape François, prévue du 6 au 10 septembre. Le nom, la ligne politique et les représentants du futur mouvement devraient être décidés lors d'un congrès des FARC annoncé pour fin août. Les FARC jouissent d'une mauvaise image en raison de nombreux enlèvements commis, comme celui de l'ex-candidate présidentielle Ingrid Betancourt en 2002, de massacres tels celui de Bodiaya qui a fait 79 morts et d'attentats tels celui du club El Nogal qui a fait 36 morts en 2003 à Bogota. En mai dernier, 82% des Colombiens avaient une opinion négative des FARC selon l'Institut de sondage Gallup. Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso est éliminé après avoir été battu 1-0 par le pays organisateur. C'était au stade Robert Champroux de Makori à l'occasion de la deuxième journée dans la poule A. Le récit avec Claude Romba. Le joueur burkinabé dépité au coup de sifflet final, c'en est fini pour les étalons du Burkina éliminés par la Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée dans la poule A. Les poulains de Séraphin d'Argani ont été battus 1-0 par le pays organisateur au terme d'un match engagé surtout tactique, de quoi nourrir des regrets pour une équipe dont l'ambition était déterminée sur le podium. Je dis que c'est un peu dur pour la suite, parce que normalement on ne devrait pas perdre. On devrait plus d'écoute, voir un résultat. C'est le foot. On a eu un pénalty, Pour l'international burkinabé Aristide Bansé est venu soutenir ses jeunes frères. Il faut tirer leçon de ce match et surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est le football. C'est le football, faut accepter. De toute façon, ils sont battus. Voilà, ils sont battus. Et aussi, on a vu aussi à la dernière minute aussi que la Ligue pouvait siffler aussi un pénalty pour le Burkina. C'est le football, on ne va pas s'arrêter sur ça. Je pense qu'il faut encourager les enfants et voilà, pour le prochain match. Côté ivoirien, c'est une victoire qui permet d'entretenir un espoir de qualification pour le dernier carré. Pour gagner ce match, donc nous sommes venus avec une nouvelle mentalité aujourd'hui pour gagner. Et grâce au public, nous l'avons fait. Pour se qualifier pour les demi-finales, la Côte d'Ivoire devra battre le Liban lors du dernier match et espérer une défaite de la Guinée contre le Burkina Faso. Et c'est sur cette défaite du Burkina Faso que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.